Marhaba bikoum, et désolé encore une fois donc pour ces coupures techniques, des petits soucis techniques qu'on a donc à la chaîne Al Magharibiya. Espérons qu'on va régler ça très rapidement. On va passer bien sûr au deuxième sujet donc de notre émission, un sujet qui a marqué l'actualité algérienne cette semaine, c'est les relations algéro-françaises et le communiqué de l'ambassade de France concernant donc la situation des visas. On va regarder donc ce, cette petite vidéo donc de l'ENTV concernant donc le chargé d'affaires de l'ambassade de France qui a été convoqué au ministère des Affaires étrangères algérien. استدعي القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر أمس إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية من قبل المدير العام للتشريفات. ويأتي هذا الاستدعاء على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر. وقد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة. وفي هذا السياق تم إبلاغ القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضا مغالطا ومخالفا للوقائع، وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر. من حيث الشكل فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. أما من حيث المضمون فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة. Voilà, donc bien sûr, Alger qualifié d'inacceptable le communiqué qui a été diffusé par l'ambassade de France à Alger. D'après Alger, ce communiqué a choisi d'annoncer avec ces mots que moins de visas allaient être délivrés aux Algériens. Paris explique sa décision ou cette situation que c'est une conséquence de la dégradation de la relation bilatérale, puisque les agents expatriés qui devaient prendre leur poste à la rentrée ne sont pas arrivés. Donc cette année, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas donné suite à l'essentiel des demandes de visa d'accréditation sollicitées donc pour ces personnels. Du côté d'Alger, on reproche donc à l'ambassade de s'adresser directement à l'opinion publique algérienne, estime que le gouvernement français continue de gérer la question des visas par le chantage, le marchandage et l'intimidation. Azdine Toumi, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Une relation qui est très dégradée entre Alger et Paris, et malheureusement, on est très loin donc d'un apaisement et beaucoup de questions se posent. Jusqu'où ira donc cette crise avec toutes les conséquences qu'on sait, surtout du côté algérien, puisqu'il y a une très grande communauté algérienne en France. Azdine Toumi. D'abord, permettez-moi de revenir à la question d'avant parce que vous me l'avez posée. Je n'ai pas pu répondre à cause des soucis techniques concernant le limogeage du Premier ministre. Est-ce que la question que je me pose, est-ce que le régime veut faire croire à un changement ou à travers, en créant un événement politique avec ce limogeage pour mettre fin à cette polémique autour de cet accident de Ouad El Harrach et faire croire aux Algériens qu'il y a un changement à la tête du gouvernement, que ça suffirait à régler la crise de l'importation, ou est-ce que c'est lié à la crise que vit le régime lui-même depuis des années déjà, en essayant de se rééquilibrer face à un échec à tous les niveaux, parce qu'en Algérie, il y a deux crises. Il y a la crise du pays qui, en fait, à la base, l'oppose le peuple algérien
au système, le peuple qui veut un changement et le système qui persiste et qui fait tout pour se maintenir. Et cela dure depuis 62. Puis il y a une crise qui est une crise interne au régime qui est traduite par comme vous l'avez dit à Nassar, par ces changements à la tête des gouvernements, à la tête des institutions sécuritaires et militaires. Depuis 2019, on a vu des changements importants et sur la tête à la tête du gouvernement ou à la tête des institutions. Donc, ça traduit en fait la crise que vit le régime lui-même qui essaye de se maintenir en place. Parce que ces changements n'ont rien apporté à la crise que vit le pays. Ni le quotidien des Algériens n'est amélioré, ni les problèmes et les soucis que vit le citoyen algérien ne sont solutionnés malgré tous ces changements. Donc, cela apporte la preuve que le régime vit une vraie crise, ajoutée à tous ces problèmes internes qui sont liés à l'échec sur le plan économique, sur le plan social, à l'échec sur le plan financier. On a vu le régime paniquer après les statistiques qui ont été rendues publiques par l'ONS. Qui ont mis en avant un déficit budget de 2 milliards de dollars au premier trimestre 2025. C'est très, très alarmant. Donc, ce qui a poussé le pouvoir, encore une fois, à mettre un coup de frein à l'importation. Avant, ça concernait la revente en état, maintenant même la matière première. Ajoutez à cela le contexte international pour arriver à votre deuxième question. Donc, le régime a toujours eu le soutien de la France, malgré des hauts et des bas, des passages comme ça, des zones de turbulence de temps à autre. Mais en tout cas, à la base, ne serait-ce que sur le plan des services de sécurité, donc il y avait toujours cette collaboration, il y avait toujours ce soutien, au-delà des relations politiques. Et cette crise qui a commencé depuis 2024, juillet 2024, ne cesse de s'aggraver jusqu'à arriver au point où nous en sommes. Donc la situation elle est très grave et on a vu carrément que même sur le plan sécuritaire, que le contact est rompu, peut-être à part quelques contacts. On n'a pas les informations, mais en tout cas, le mandat d'arrêt international qui a été mis par la France contre un ancien diplomate algérien en poste en France l'année passée, etc. Donc, ça renseigne que la situation, les relations se sont dégradées et sur le plan politique et sur le plan sécuritaire et que les canaux de négociation, de contact sont complètement rompus. Donc, aujourd'hui, le régime algérien a compris définitivement que la France lui a tourné le dos. C'est pour ça que dans le dernier communiqué qui a été lu par la journaliste à la télévision nationale, sous-entendait que, soi-disant, la France, donc, en utilisant la carte des visas comme levier, voulait mettre de la pression sur le régime à l'intérieur du pays parce que, sachant que cette question des visas qui concerne les étudiants, concerne tous les citoyens, en fait, beaucoup de citoyens algériens qui souhaitent se rendre en France pour des visites familiales, pour des soins, pour étudier, donc peu importe les raisons, mais en tout cas, une large tranche de la population est concernée par ces visas et ça crée un sentiment de frustration chez beaucoup d'Algériens et c'est vrai que ça peut mettre de la pression sur le régime. Maintenant, où est-ce que ça pourra aller? Ça pourra encore se dégrader plus s'il n'y a pas un changement de cap politique et dans notre pays, et en Algérie, et en France. En France, j'imagine que c'est parti pour 2027, jusqu'à 2027, que la tendance de la montée de la droite est une tendance qui augmente et c'est devenu une réalité. Donc, ça ne va pas se régler tout de suite, d'autant plus que cette question
constitue un point important dans les débats, notamment chez l'extrême droite et ce qu'on appelle maintenant la droite dure. Donc jusqu'à 2027, je ne pense pas qu'il y ait un changement de cap politique dans la carte politique en France. Maintenant, chez nous, il faut qu'il y ait des changements pour que les choses se débloquent. Sinon, ça peut se dégrader encore plus. Mais voilà, mais le régime, c'est un coup dur. Cette histoire des passeports diplomatiques et des passeports de mission, ça a complètement chamboulé les responsables au régime qui ont des intérêts en France. Mais maintenant, malheureusement, cette crise, elle commence à toucher les citoyens normaux, les Algériens, que ce soit des étudiants ou autres. Mais en tout cas, sur le plan politique, le régime se retrouve dans une situation où il cherche ailleurs, des soutiens ailleurs. Il a perdu le soutien de Paris, donc c'est une légitimité qui est en train de se fragiliser parce qu'à l'intérieur, on sait très bien qu'il a un problème de légitimité. Donc cette légitimité à l'international, elle commence à s'effriter, notamment après ce revirement de la France. Il cherche de la légitimité ailleurs, notamment aux États-Unis, chez Trump, en essayant de le séduire avec le sous-sol algérien. Donc voilà, est-ce que ça va marcher, ça ne va pas marcher? Moi, je ne pense pas. Je pense que les Américains, ils sont dans une stratégie à long terme et ils peuvent aujourd'hui venir aspirer les richesses qu'on lui offre, après, sans avoir une relation stratégique, donc qui peut avoir des conséquences à long terme sur les deux pays. Donc, mais en tout cas, dans les médias, le régime se retrouve dans une situation de fragilité à l'international, et c'est le fait que la France tourne le dos au régime. Il se retrouve face à plusieurs risques, notamment d'être lâché par l'Union européenne, parce que la France, elle pèse beaucoup dans l'Union européenne, avec l'Allemagne, avec d'autres pays. Donc, c'est ce que risque le régime. Maintenant, est-ce que l'Algérie va prendre un coup? Oui, dans les relations avec l'Union européenne, dans le commerce, etc., on peut se retrouver aussi fragilisé. Donc le régime, il doit assumer toute la responsabilité de cet isolement international et de ces risques qui sont en train de faire prendre au pays, avec une aussi grande légèreté et ignorance. Très bien, restez avec nous, Azdine Toumi. Mohamed Mziane Rahmoun, la situation que vit notre pays à l'échelle interne, on en a parlé, cette instabilité, mais aussi ce continuum des mêmes politiques de l'ancienne Algérie ou de la nouvelle Algérie pose problème, non seulement à l'échelle intérieure, mais aussi à l'échelle extérieure, puisqu'on parle donc d'une crise sans précédent par rapport à la relation entre Alger et Paris. L'escalade est désormais sans fin entre l'Algérie et la France. Mohamed Mziane Rahmoun, on a vu par exemple mi-août, le journal officiel français avait publié l'avis relatif à la suspension de l'accord de 2013, l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques et de services. La dernière lettre d'Emmanuel Macron qui a été envoyée donc à François Bayrou, où il a demandé plus de fermeté et de détermination envers Alger. Comment vous voyez donc cet dernier épisode concernant donc la question des visas, que l'Algérie accuse bien sûr Paris d'utiliser comme un levier de chantage? Mohamed Mziane Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense qu'ils savent que c'est une question de rapport de force aussi, c'est clair. Mais comme l'a mentionné Azdine Toumi en donnant quelques éléments, par exemple celui des mandats d'arrêt internationaux
Et bien sûr, maintenant, quand on touche au visa D, donc les étudiants qui ne peuvent plus partir, des intérêts de certains Algériens qui ont même des biens en France se verraient donc dans presque l'incapacité de partir en France, effectivement, c'est un levier. Et c'est pour ça qu'ils ont utilisé le terme chantage. Mais il ne faut pas oublier maintenant un nouveau élément qui est important pour un tout petit peu analyser la situation et essayer, si vous voulez, de faire des hypothèses. Alors, selon mon opinion, donc un angle de vue, la France maintenant est en train aussi de traverser une crise sans précédent. Bientôt, peut-être le Premier ministre Bayrou va être aussi va perdre ses fonctions. L'extrême droite et la gauche aussi veulent la démission d'Emmanuel Macron. Oui, bien sûr, et même du président. Et il y aura un vote de confiance dans 8 jours. Oui, il se pourrait même, c'est Macron, ils veulent aussi la démission du président, tout simplement. Donc, il faut tenir en considération ce nouveau élément qui est aussi, si vous voulez, une forme de crise politique que traverse la Ve République. Et qui sait, parce que la montée des extrêmes droites... Mais est-ce que cette crise, Mohamed, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, est-ce que cette crise peut influencer la relation entre Alger et Paris, ou peut, si on peut dire, expliquer un peu pourquoi on est arrivé à cette situation de crise entre l'Algérie et la France? Alors que vous avez parlé de crise politique en France, effectivement, il y a une crise, mais il y a un débat, il y a des débats, il y a il y a un échange entre les partis politiques. Le débat est permis, malgré cette crise qui est quand même très, très importante. Je ne compare pas les deux pays. Ils ne sont pas comparables. L'Algérie est un pays nord-africain. Nous vivons en Afrique. Il a une réalité africaine. Ça, plusieurs fois, quand même, je l'ai insinué. Et bien évidemment, le monde musulman en général, ils subissent aussi, parce qu'on peut faire une critique globale aussi, pas uniquement de l'Algérie. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tout ce qui va se passer en France, il aura des répercussions sur le plan politique. Ça ne veut pas dire que les mandats ne vont pas continuer, la justice est indépendante, mais n'oublions pas que l'extrême droite ne peut pas tolérer une justice réellement indépendante. Mais n'empêche que c'est très difficile en France d'amadouer ou, si vous voulez, contrecarrer les contre-pouvoirs. C'est pour ça que les mandats d'arrêt internationaux, la justice va continuer. Je pense dans le sens, ça va se corser davantage. Pour les visas D, je ne pense pas qu'il y aurait un retour en arrière, à moins que la gauche arrive au pouvoir, ce qui est très très difficile. Donc le climat politique, il aurait une influence claire et nette et précise sur les relations bilatérales. Et si il y aura une alliance droite-extrême droite pour former un gouvernement, ou si vous voulez, pour même, je parle de 2025, est-ce qu'il y a un candidat qui pourra être porté au pouvoir par la population française qui devient de plus en plus très très susceptible et même assez sensibilisée par rapport au problème de l'immigration. Bien évidemment, il y a tout un climat qui a été fait pour stigmatiser principalement l'immigration algérienne, bien sûr musulmane en général. Donc il se pourrait que le discours populiste qui malheureusement a un refrain de déjà entendu lorsqu'il s'agit de stigmatiser les juifs dans une Europe, si vous voulez, qui a stigmatisé les juifs et on connaît les conséquences. Et au jour d'aujourd'hui, c'est l'immigration algérienne. Donc si c'est la droite qui va arriver, ou bien sûr un candidat de droite, peu importe de droite dure ou d'extrême droite, les relations franco-algéro-françaises vont devenir de plus en plus acerbes. Peut-être même, il y aurait, vous savez, il y a une certaine tendance dans cette extrême droite qui veulent couper complètement les relations. Et les intérêts, surtout de beaucoup d'Algériens, surtout ceux qui ont des biens en France, vont être touchés, et bien évidemment, nos étudiants. Et ceux qui pensent ainsi pensent qu'il pourrait y avoir une implosion en Algérie, parce que beaucoup d'Algériens, que le régime algérien le veuille ou pas, rêvent de partir en France pour continuer leurs études. Certains ont des liens de famille, etc. Donc je dirais que la stratégie du bras de fer ou de Tarnant, comme nous disons tout autre, ou Ma'zaoul ou Tarot, ne marche pas. Il faut être flexible, il faut connaître, si vous voulez, il faut avoir, il parle toujours de stratégie, mais on ne la voit pas, cette stratégie.
Et c'est ça le problème. Et plus les choses évoluent, plus, et c'est un climat au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui vivent en Europe vous le diront, il y a un climat de montée des extrêmes partout en Europe et bien évidemment aux États-Unis d'Amérique. Donald Trump n'est qu'un catalyseur. Et vous allez remarquer que toutes les réformes qu'il est en train de mener, c'est pour garder, si vous voulez, cette même mise des républicains, bien sûr du courant conservateur, avec juste, pour le qualifier d'une manière très juste, néoconservateur. Il voudrait continuer tout simplement à être dans le pouvoir, même après Trump, peut-être un autre candidat un peu plus radical que Trump pourrait prendre le pouvoir. Donc c'est l'analyse globale qu'ils donnent. Et ils vous disent que nous allons avoir des relations stratégiques avec les États-Unis d'Amérique. Mais j'espère qu'il y aura une émission pour un petit peu en débattre justement de cette relation stratégique avec les États-Unis d'Amérique, parce que les Américains savent la réalité algérienne. D'ailleurs, le dernier rapport sur les droits de l'homme démontre qu'ils savent vraiment ce qui se passe en Algérie. Et la pression américaine, elle existe réellement. Mais pour quelle Algérie? Pour quels intérêts? Est-ce que il faut vendre complètement nos richesses comme ils l'ont fait par la loi des mines, que tout simplement ils pensent qu'ils vont rester encore davantage au pouvoir? Je doute très fort parce que le régime en lui-même a atteint sa limite politique. La population algérienne, qu'il le veuille ou pas, elle a démontré qu'il ne donne aucun crédit au régime algérien. Il y a une non-adéquation entre le leadership qu'ils offrent, c'est-à-dire vertical, autoritaire, par rapport à une population qui veut participer à l'exercice politique, tout simplement. Très bien. Restez avec nous, Mohamed Mzian Rahmoun. Lies Djbaili est avec nous, je pense. Il est avec nous, Lies? Oui. Vous m'entendez bien? C'est bon? On vous entend très bien. Je pense que vous êtes avec nous par téléphone à cause des soucis techniques. Lies Djbaili, désolé, donc on s'excuse donc pour ces coupures pendant l'émission. Et on revient, bien sûr, on est en train de discuter de la question des relations algéro-françaises. Cette escalade est désormais sans fin entre Alger et Paris. Lies Djbaili. Mohamed Mzian Rahmoun a parlé d'un discours populiste en France, mais la question qui se pose, est-ce qu'on est dans cette logique de Tarnend concernant donc notre vision de la diplomatie, notre vision de cette relation entre Alger et Paris, et est-ce qu'on a les moyens de faire face à cette politique, Lies Djbaili? Non, on n'a pas, au fait, donc la politique algérienne, en tout cas la diplomatie algérienne, ne peut être conçue ou bien étudiée sur le critère de Tarnent. Et il faut dire les choses. Avant, nous avons eu des ministres des Affaires étrangères qui avaient, malgré ils sont inféodés au système, mais quand même, ils avaient cette façon un petit peu de gérer tant bien que mal des relations franco-algériennes, malgré la pression des injonctions des différents décideurs algériens. En l'occurrence, moi, je l'ai toujours dit, mais ça m'engage que moi, parce que ça, c'est mon avis. Hein. Je suis libre de dire que l'Amamra, il a été très bon sur le plan de la diplomatie internationale. En fait, il a sauvé ce qu'il y avait à sauver. Après, certes, il a fait au système, il est soumis aux pressions, mais on avait en fait deux diplomaties parallèles. On avait la diplomatie de Tebboune, on avait la diplomatie de l'Amamra. La diplomatie de l'Amamra était objective dans le sens où on voyait le bonhomme, au fait, il distillait un petit peu son savoir-faire, son expérience. Et on avait aussi notre diplomatie, celle qui dictait de force par Tebboune. Après, je ne sais pas c'était dû à quoi son limogeage. Si c'était pour vous dire que la façon de gérer la diplomatie, c'est la primauté de Tarnent de la force sur la diplomatie étudiée aux écoles, c'est-à-dire qui menait à la manière des sciences politiques. Nous n'avons pas les moyens et nous n'aurons jamais les moyens face à la France, qu'on le veuille ou non. Mais Lies Djbaili, si on veut être un peu l'avocat de ceux qui avancent l'argument que l'Algérie est un pays souverain, que l'Algérie ne veut pas qu'on lui dise ce qu'il faut faire, et
pour le ministère des Affaires étrangères par rapport à cet dernier épisode concernant donc cette crise qui est entre Alger et Paris. L'Algérie accuse la France d'utiliser le visa comme un levier de chantage, de marchandage et d'intimidation. Au fait, la délivrance des visas, ça relève de la souveraineté d'un pays, en fait. La France, elle est face à un régime hermétique, un régime qui ne veut céder sur rien, qui a un régime qui ne veut pas, qui ne cherche pas à rétablir les relations normales. Je ne sais pas qui parmi ces clans qui contre. Forcément, il y a plusieurs clans. C'est le clan anti-France ou anti-Paris ou anti-France qui ne veut pas que les relations se rétablissent entre la France et l'Algérie. Donc la France, elle est face à un mur, face à un régime un régime atypique. Vous savez, il faut savoir que depuis l'indépendance, la première fois dans l'histoire des relations franco-algériennes, que les services de sécurité algériens utilisent la France comme un terrain pour régler les problèmes. Vous vous rendez compte, suite au rapt de l'influenceur MFDZ. C'est-à-dire, ça touche la souveraineté nationale. On a toujours dit que, attention, Retailleau était dans son rôle, c'est normal. Si, au fait, c'est juste pour arriver à ses intentions, à ses ambitions présidentielles et pour prendre le parti des Républicains. Mais il faut dire, il faut noter, il faut souligner, il faut insister que Macron, il est resté quand même du côté d'Alger, du côté du régime. Et je me rappelle en 2021, il a dit aussi, il y a une vision dichotomique. Il parlait du Hirak, un Hirak en fait, qui ne croit plus à cette gouvernance et par conséquent, toute réforme, elle est vouée à l'échec parce que le problème de l'Algérie, c'est la racine, c'est le problème de gouvernance, c'est la base de commandement. Et il disait aussi, il y a une autre catégorie une autre vision d'Algériens qui considère qu'il faut donner un peu la chance à ce président pour réformer, pour vous dire. Ça veut dire que même mais pas dans la dernière lettre qui a été envoyée à Bayrou. Absolument, au fait, il faut avoir une bonne lecture ce qu'il a envoyé. C'est une note, au fait, c'est pour montrer un peu sa fermeté, c'est un signal vers Alger, et quelque part, c'est pour mettre fin aux illusions du ministre de l'Intérieur, Retailleau, parce qu'il sait que maintenant, c'est à vous d'exécuter ce que je dois faire. Mais sachant que Retailleau, face au régime d'Alger, il va rien faire. Donc forcément, à la fois, il montre sa fermeté, à la fois, il montre qu'il en a assez du régime d'Alger, et en même temps, il veut aussi noyer son ministre de l'Intérieur, qui ne cesse de le discréditer dans les médias français que le macronisme est mort. Mais enfin, revenons au sujet central, les relations franco-algériennes, si elles ne sont pas rétablies jusqu'à maintenant, c'est pas du côté français, hein. C'est du côté algérien. Nous avons vu un ministre des Affaires étrangères qui a fait tout son possible. Il disait, je suis prêt à partir à Alger, je suis prêt à discuter. Ils ont envoyé le plus grand patron des services secrets français, ils l'ont envoyé pour 24 heures pour régler le problème. Ils ont envoyé, vous vous rappelez, Saada, il n'est pas venu pour une visite économique. Et arrêtons de dire, il est venu pour une visite économique, mais l'habillage, c'est politique. C'est pour faire passer le message. Et malgré cela, le projet de l'Hamdaniya, il a été retiré des Chinois. Et on ne comprend pas cette lecture. C'est une lecture illisible. Ceux qui ne veulent pas le rétablissement des relations franco-algériennes, c'est du côté algérien. Moi, je peux vous dire, c'est du côté algérien, et j'insiste lourdement sur du côté algérien. Mais la France ne peut pas tenir à ce régime, parce que pour elle, ce régime, c'est un régime qui est discrédité complètement et qui ne fait plus la politique comme les autres pays du monde. Et c'est pour ça que Macron, de temps en temps, il disait c'est l'instrumentalisation de la rente mémorielle, malgré qu'elle est instrumentalisée ici. Mais le responsable, c'est le régime algérien qui ne veut pas. Quant à Bouhelem Sansal, qu'on soit d'accord ou pas,
Très bien. Est-ce que le fait de dire que l'Ouest algérien appartenait anciennement au Maroc, est-ce que l'unité nationale, ça va éclater? Non, on ne sait pas faire. Il aurait été préférable, je veux dire, même de faire comme Farid Alilet. Vous arrivez, vous repartez, malheureusement, comme le cas de Madame Nassera Dutour. Mais pourquoi il y a des Zoba et tout qui nous ont bloqués et que l'Algérien en puissance, au fait, ils ne pensent même pas à la diaspora, ils n'ont même pas à la communauté algérienne installée en Europe. Ils pensent même pas au peuple, ils pensent à leurs intérêts, aux terrains. Très bien. Restez avec nous, Elias Djbaili. Azdine Toumi, je reviens à vous, si vous voulez rebondir très rapidement, parce qu'on a quelques minutes pour traiter aussi du troisième thème de notre émission pour ce soir. Quelles sont les conséquences de ce bras de fer entre Alger et Paris? Et surtout, quand je parle de conséquences, c'est surtout par rapport à notre pays, par rapport à la diaspora. On a entendu donc Elias Djbaili parler de cette diaspora. Très rapidement, Azdine Toumi. Au début de la crise, le bras de fer avait commencé, souvenons-nous, par rapport à la position de la France sur la question du Sahara occidental. Donc, et depuis ce jour-là, l'Algérie, en jouant ses cartes, notamment en rappelant l'ambassadeur, en faisant diffuser un reportage à la télévision accusant les services secrets français de vouloir organiser des attentats terroristes sur le territoire algérien, etc. Donc, il y avait une forme d'escalade de part et d'autre et de surenchère, mais dans l'espoir de faire plier chacun, espérer faire plier l'autre. L'Algérie avait espéré que la France revient sur sa décision par rapport au Sahara. Donc, il y avait aussi l'incarcération, l'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal. Donc, après, la France qui avait espéré avoir la libération ne serait-ce que de cet écrivain, c'était un souhait qui a été émis à plusieurs reprises et par le chef de l'État français Emmanuel Macron et par le Premier ministre Retailleau, chose qu'ils n'ont pas réussi à obtenir de la part d'Alger. Donc, c'est ce qui a abouti à cette escalade de la part de la France. Donc, qui va faire plier l'autre. Pour le moment, personne ne cède. Donc, maintenant, si demain, la question qu'on se pose, tout conflit va finir sur une table de négociation. Si demain une négociation serait, sur quel point? Est-ce que l'Algérie va poser les points qui sont les accords de 68 ou les accords de 2013 ou la question des visas ou la question sahraoui, ou est-ce qu'elle va céder sur certains points? Est-ce que la libération de Sansal aurait lieu si elle aurait lieu dans les prochaines semaines ou jours ou mois? Est-ce que ça permettrait l'apaisement? Toutes les questions se posent, mais en tout cas, moi je pense qu'il faut qu'il y ait, pour que la crise soit réellement réglée, pour qu'elle redevienne normale, il faut qu'il y ait des changements politiques dans les deux pays, que ce soit en France ou en Algérie. En France, ça va être peut-être jusqu'à 2027. En Algérie, en tout cas, le changement politique est nécessaire pour l'Algérie, pas seulement en relation avec cette question avec la France, la crise diplomatique avec la France, mais avec la situation, avec la crise que vit le pays, avec tous les problèmes que le pays est en train de rencontrer. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Restez avec nous. On va terminer l'émission, bien sûr, avec cette journée internationale des victimes de disparitions forcées qui est célébrée chaque année, le 30 août. Donc, on va revenir aussi sur la question des libertés et des droits de l'homme en Algérie, juste après cette petite intro.
Voilà, donc cette question qui est terrible, bien sûr, pour beaucoup de familles, pour beaucoup de mères, pour beaucoup de sœurs, d'épouses, bien sûr. Et on va revenir, bien sûr, sur cette... on va regarder la vidéo, pardon, des familles de disparus qui ont fait donc un sit-in à Constantine, il y a 2 jours de ça. اليوم 28 أوت 2025 قسنطينة. رانا تنسيقية عائلة مختطفين قسرا موجودين اليوم لإحياء اليوم العالمي للمختطف. رانا موجودين سنة أخرى على غرار باقي السنوات باش نقولوا ما نسيناش، باش نقولوا ما ننساوش، وباش نقولوا كذلك ملف المختطفين ما يتغلقش مادام كاينه نفس لو كان لواحد من ذوي المختطفين حي. قبل ما نبداو في ترديد شعاراتنا الاعتياديه نترحموا على امين لمفقودين، المفقود عدواني ابراهيم الاحرش نجيب. نقولوا ربي يرحمهم ويوسع عليهم وعند الله تجتمع الخصوم. نعم أم شيب عبد الرزاق. ولادنا قضيتنا، ولادنا قضيتنا، والتهديد ما يخوفنا، والتهديد ما يخوفنا، ولادنا قضيتنا. Voilà, c'est une question bien sûr qui est difficile et terrible, mais aussi qui s'ajoute au traumatisme et à la question aussi d'une catastrophe qu'a vécue l'Algérie pendant les années 90. Azdine Toumi, je vais commencer cette question avec vous. Quand on parle bien sûr de cette question des disparus en Algérie, c'est une question qui nous fait revenir toujours aux années 90, aux années noires. Quelle est votre réaction quand on voit toujours les mamans, les familles qui demandent toujours d'avoir des nouvelles de leur chair et jusqu'à maintenant, on parle que la page a été tournée, mais malheureusement, pour beaucoup de familles, la page n'a pas été tournée tant que vérité et justice ne sont pas donc faits. Qu'est-ce que vous en pensez, Azdintou? Effectivement, ça reste une blessure qui ne s'est jamais refermée. Elle ne se refermera que quand ces familles-là auront la vérité quant aux circonstances qui ont abouti à la disparition de leurs chers enfants, de leurs chers parents, de leurs chers frères et de leurs chers amis. Donc, bien sûr, il est du devoir des autorités de l'État de mettre la lumière sur ce qui s'est passé. Certainement, ils savent maintenant, s'il y a des coupables, ils doivent être punis parce que ça concerne la vie humaine. Et dans tous les conflits, il y a toujours un minimum de loi, quelle que soit l'atrocité d'une guerre, mais on voit toujours à la fin ceux qui s'attaquent aux civils, ceux qui piétinent les lois internationales contre la dignité humaine, etc., notamment des exécutions ou des disparitions comme ça. Donc, ils sont à la fin traduits devant les tribunaux. Donc, il est du devoir de l'État de mettre de la lumière et de rendre justice à toutes ces familles qui ne cessent de demander que la vérité et que la justice. Depuis ces années-là, ils n'ont pas demandé ni l'argent, ni des indemnisations, etc. Ils demandent à enterrer leurs enfants, à connaître la vérité, à connaître, avoir la possibilité de se recueillir sur la tombe de ces membres de leur famille et d'avoir les responsables devant la justice. Donc voilà, mais nous sommes dans un pays où la justice elle est instrumentalisée par le pouvoir et à chaque fois qu'il y a des dépassements sur la question des droits de l'homme et des libertés, on voit la justice complètement instrumentalisée au service des services de sécurité ou du pouvoir de ceux qui ont le pouvoir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, même la question des droits de l'homme, elle pose problème. L'Algérie est citée par beaucoup rappelée à l'ordre par plusieurs instances
jurisprudence internationale par pas mal beaucoup de pays dans le monde quant aux dépassements qui sont relatifs aux droits de l'homme dans notre pays. Donc, quand on voit la polémique sur le droit de circulation de la femme, or que on est loin, même le droit de la circulation de l'homme, du citoyen, de l'homme politique, de l'artiste, etc. On a vu que à tous les niveaux, de contestation, que ce soit des opposants ou des syndicats ou des associations ou des artistes, toutes les voix discordantes sont aujourd'hui réprimées et intimidées, voire emprisonnées, poursuivies en justice, etc. Très bien. Merci beaucoup, Azdine Toumi. Lies Jubaili, la question est à vous, bien sûr. Cette question, bien sûr, des disparus nous rend à ce qu'a vécu notre pays dans les années 90, mais aussi nous renseigne de la situation que vit notre pays actuellement. Azdine Toumi, on en a parlé par rapport donc à la question de la fermeture du champ politique, la fermeture du champ médiatique et la question des droits de l'homme et des libertés en Algérie. Lies Jubaili. Oui, au fait, la question de la décennie noire ou la décennie rouge, peu importe la dénomination, ne doit pas être une mémoire interdite dans le subconscient de l'Algérie. Parce que réellement, peu importe les dénominations qu'on appelle tragédie nationale pour éviter de dire guerre civile, c'est une tragédie nationale qui a endeuillé de nombreuses familles algériennes. Donc non, on ne doit pas, l'amnésie c'est interdit, on ne doit pas sortir de l'oubli, on ne doit pas l'oublier. Et moi je fais partie de celles et ceux qui avaient dit que le Hirak, il faut désaligner le Hirak de cette question. Parce que les revendications, c'est une revendication politique. Et cette question de la décennie rouge ou noire, et la question des disparitions forcées, et la question aussi de centaines de milliers de familles endeuillées par la perte de leur chair dans des conditions effroyables, doit être traitée dans un cadre apaisé, dans un cadre, dans le cadre d'une transition quand la société, je veux dire, dans un esprit serein pour l'aborder de façon définitive. Ce n'est pas la concorde civile qui a été signée à gauche. Elle doit être traitée. En fait, il y a deux cas qui ont réussi. Il y a le Rwanda et l'Afrique du Sud. Prenons appui parce que les tragédies sont les mêmes, parce que c'est des tragédies humaines. La mort n'a pas de qualificatif, la mort reste la mort. Donc, le régime ne veut pas la gestion arbitraire de la mémoire de le responsable, c'est le régime. Et d'ailleurs, il est dans sa continuité d'occulter. Et quand on voit Nassera Dutour, quand elle a été refoulée, de rejoindre, de mettre ses pieds dans son pays natal, comme le disait, je reprends l'expression, il faut toujours apprendre les expressions des militants de Ali Eyoudi qui dit non seulement on l'a dépossédé de son fils, mais on l'interdit de fouler sa terre natale. Donc cette question, elle est toujours elle doit être présente. Il faut qu'elle soit intégrée parce que c'est la continuité de la restriction des libertés, de l'emprisonnement des militants, de la fermeture de tous les champs médiatiques, de l'ISTN, de l'UEN. On interdit. Voilà. Donc, c'est une question qui doit être traitée tôt ou tard. Et le régime, quel qu'il soit, partant ou pas partant, en tout cas, c'est le peuple qui doit la résoudre et identifier les responsabilités, peu importe. Les responsabilités, il faut qu'elles soient identifiées, pas dans un acte de vengeance. Attention, l'État ne doit pas être... C'est pour réconcilier et pour tourner la page et assainir ce problème et refaire repartir le peuple vers une vraie démocratie. Merci beaucoup, Lies Jubaili. Mohamed Damzian Rahmoun, je rappelle que vous êtes représentant de Riposte Internationale, une ONG donc, qui défend les libertés et les droits de l'homme. Cet événement ou cette cause, bien sûr, des familles disparues est chère à votre organisation.
pour le régime, la page a été tournée par rapport donc aux années 90. Mais pour beaucoup de familles, la question est toujours d'actualité. Elle n'est pas seulement d'actualité pour les familles, mais aussi pour les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des libertés en Algérie, puisqu'Azdine Toumi, mais aussi Ilyas Jubaili ont parlé de la situation que vit notre pays par rapport à ces questions. Oui, bien sûr, d'autant plus que les différentes lois qui ont, comme l'a mentionné Ilyas, l'amnésie, et moi j'ajouterais l'omerta. Ce sont des politiques qui ne peuvent pas apporter, si vous voulez, l'oubli ou à faire oublier, surtout aux familles, le drame qu'ils ont subi. C'est pour ça que c'est un sujet sensible et j'espère que tout ce que je vais dire, je ne vais pas toucher la sensibilité de personne. L'Algérie a vécu une guerre civile qui a été dure pour tout le monde, n'est-ce pas? Les conséquences, jusqu'à ce jour, on les sent, qu'on ne le veuille ou pas. Toutefois, pour les familles des disparus, la chose est encore désastreuse pour la simple raison parce qu'ils ne savent pas où sont leurs proches et bien sûr, ils ne sont pas sûrs à 100% qui les a pris. Mais si on va revenir au volet légal qui a été donc déjà donc la charte pour la réconciliation nationale, par exemple dans son article 45 et 46, et si vous allez lire la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratifiée par l'Algérie en 2007, vous allez voir que beaucoup de contradictions. Donc déjà, le texte étant du fait de la loi, de la Constitution algérienne, en son article, je pense 150 ou 154, en tout cas vous pouvez vérifier, qui stipule que les pactes ratifiés sont supraconstitutionnels, donc ils ont une valeur juridique plus importante, alors qu'il n'y a pas respect de cette convention, ce qui fait qu'il y a des contradictions, chose que le régime algérien excelle à faire. Et bien évidemment, il y a certains chiffres qui nous interpellent, malgré que nous savons effectivement qu'il y avait des exactions faites par des groupes terroristes, etc. Mais il y a aussi des exactions faites, par exemple, un simple chiffre avancé par Farouk Santini quand il dit que quand ils ont fait une commission, si vous voulez, pour enquêter et dont les résultats devaient être donnés aux familles des disparus, il mentionne qu'il y a 6146 cas, c'est un chiffre de Farouk Santini, probablement c'est certainement plus, bien évidemment. Ce sont des cas, selon lui, ce sont des agents de l'État qui ont fait des actions isolées. Mais des milliers de personnes, ça ne peut pas être des actions isolées. Donc, parce que c'est une guerre civile, il fallait trouver une solution pour sortir justement d'un drame, des solutions qui peuvent apaiser. Le cas de l'Afrique du Sud, c'est ce qu'on appelle la justice restauratrice. C'est-à-dire qu'il faut connaître les coupables, leur motivation, afin de considérer, si vous voulez, leur pardon. C'est à peu près ça, je ne vais pas rentrer un peu plus de détails, parce que quand même, il y a toujours des critiques à faire, bien sûr. Et dans le cas algérien, il faudrait aussi, c'est à l'État d'initier une commission, la Ligue devait être invitée, des personnalités pour donner du crédit telles que Hussein Ahmed et bien évidemment d'autres, par exemple Mahri, des personnes qui vont donner du crédit à pour qu'on puisse savoir les responsabilités. Ensuite, parler de pardon, parce qu'une famille qui sait ce qui s'est passé, qui a pris son enfant, ça c'est plus apaisant que de ne pas savoir. Et bien sûr, quand on renvoie Nassira du Tour, c'est une plaie qu'ils sont en train d'ouvrir. Et c'est pour ça que ce dossier est important. C'est pourquoi aussi il est important, pour qu'on ne doit plus revivre ce genre de drame, quelles que soient les responsabilités. Il ne faut jamais revivre ce genre de drame. Merci beaucoup, Mohamed Damzian Rahmoun. Je remercie mes invités, Ilyas Jubaili, économiste et militant politique. Merci Azdine Toumi, militant politique, il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, Mohamed Damzian Rahmoun, représentant de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Londres. On s'excuse encore une fois, chers téléspectateurs, de toutes ces coupures, ces soucis techniques qu'on a eus, c'est en dehors de notre volonté. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum saha wa bqaw ala khair.